Après la publication du nom du nouveau Premier ministre, les membres de son gouvernement sont attendus. Il y a un ex-ministre que certains acteurs du monde du commerce ne souhaitent pas revoir, le ministre du Commerce, Aruna Kaboré, qui est accusé de mauvaise gestion. Donc, c'était lors d'un sit-in ce matin. Faire du neuf avec du vieux, c'est la lecture que fait la CGTB de la reconduction de Christophe Dabéré à la tête du gouvernement. Cette structure syndicale ainsi que la Confédération syndicale burkinabé, CBS-CSB, se prononcent donc dans un instant. Et puis aux États-Unis, l'élection de Joe Biden à la tête du pays a été validée, ce malgré les perturbations des partisans du président perdant Donald Trump. Un échec d'ailleurs a perturbé la démocratie selon les démocrates. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président du Faso, Roch Kaboré, a pris part ce jeudi à la célébration, donc à la cérémonie d'investiture de son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo. Il avait été réélu au premier tour de la présidentielle du 7 décembre dernier. Un second mandat est donc en cours en ce moment. La présence du chef de l'État burkinabé à cette investiture du président ghanéen témoigne de la bonne coopération entre le Ghana et le Burkina. Je vous parlais en titre de ce ministre dont la présence dans le nouveau prochain gouvernement n'est pas souhaitée. La coordination des syndicats et des associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle refuse une deuxième nomination de Aruna Kaboré à la tête du ministère en charge du commerce. Un sit-in ce matin au Grand Marché. Donc pour le dire, on en parle avec Fatima Tanikiema. Ambiance tendue ce jeudi 7 janvier 2021 au marché Rodwoko de la ville de Ouagadougou. En attente d'un nouveau ministre à la tête du ministère du Commerce et de l'Industrie, des commerçants, membres de la coordination des syndicats et des associations professionnelles des commerçants et des acteurs de l'économie informelle rejettent toute éventuelle nomination de Aruna Kaboré, ancien ministre du Commerce. Selon eux, il n'a pas été à la hauteur de la tâche qui lui a été confiée durant le premier mandat du président du Faso. D'ici là, il y aura des nominations. Que le président du Faso puisse prendre en tout cas nos doléances à bras le corps et ne pas reconduire en tout cas le ministre du Commerce qui vient aujourd'hui de en tout cas prendre fin son mandat. Donc nous voulons vraiment un ministre du Commerce qui pourra vraiment en tout cas écouter les commerçants et ne pas être un ministre affairiste. Vous voyez que l'économie informelle a baissé, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de concertation adéquate. Donc nous ne voulons pas de ce genre de ministre-là. Cette coordination reproche entre autres à Aruna Kaboré la non-application du décret portant réglementation du commerce entre grossistes, demi-grossistes et détaillants qui favorise les expatriés au détriment des nationaux. Mais nous, on veut un ministre qui sera à l'écoute des commerçants. Voilà, parce que c'est nous qui payons les impôts, pourquoi on paye les fonctionnaires. Donc on demande au président, nous l'avons voté, on veut qu'il nous écoute. Voilà, notre ministère là, du commerce là, on ne veut plus Aruna Kaboré là-bas. On veut que ce soit une autre personne qui est compétente, qui écoute les commerçants pour que l'économie puisse remonter. Ces commerçants dénoncent également la déstabilisation de certaines filières comme celle de l'anacarde et du sésame. Ils accusent également la direction des investigations et du contrôle de s'éloigner de sa véritable mission. La coordination dit interpeller le président du Faso sur la prise en compte de leurs différentes préoccupations pour la bonne marche du ministère du Commerce et de l'Industrie. Ils n'ont pas pour habitude de se prononcer sur la nomination des membres du gouvernement, mais cette fois, la reconduction de Christophe Dabéré à la tête de l'exécutif est commentée aussi bien par la Confédération générale du travail du Burkina que par la Confédération syndicale burkinabé. Faire du neuf avec du vieux, c'est la lecture que fait la CGTB de ce retour de Christophe Dabéré. Pour les deux structures syndicales, aucune surprise pour le choix du président du Faso. Reportage Michael Toukri et Abdoulaye Migné.
C'est un quinquennat du président Roch-Marc Christian Kaboré 2015-2020 qui a été très agité sur le front social. Entre sit-in et grève, les travailleurs ont manifesté pour réclamer des meilleures conditions de vie et de travail dans tous les ministères. Et le pic de fronde sociale reste l'application de l'UITS. À la CGTB, en reconduisant Christophe Dabiré à la primature, le président du Faso a opté pour une continuité dans sa gestion des affaires de l'État. Ce que nous pouvons déjà dire, c'est que sa gouvernance précédente a été marquée par un chaos sur les plans de la lutte contre le terrorisme, la corruption, les crimes économiques des sangs, sur le plan aussi du respect des textes, des libertés démocratiques et syndicales, et en un mot sur le plan de la gestion du dialogue social. Il y a un contraste dans la mesure où on veut faire du neuf avec du vieux. Ça ne peut pas donner les résultats escomptés de notre point de vue. C'est d'autant plus que je viens de rappeler que ce premier ministre-là n'a pas pu gérer de façon convenable beaucoup de questions, notamment la question du dialogue social. Donc, nous n'avons pas été surpris justement parce que nous pensons qu'il y a un manque de perspective véritable au niveau du MPP. Il n'y a pas de solution à proposer à notre peuple dans la mesure où on reconduit la même vieille classe qui était là depuis les années 80, qui a montré toutes ses limites dans la gouvernance de notre pays. À la CSB, l'ancien nouveau Premier ministre doit rétablir le dialogue gouvernement-syndicat dont la dernière rencontre date du 5 juillet 2019. Et selon Guy-Olivier Ouedraogo, les préoccupations de la CSB restent la création des conditions pour un travail décent au Burkina Faso. À la CSB, Christophe Dabiré a su mener à bien sa mission à la tête du gouvernement sortant et le nouveau chef du gouvernement est très attendu par les Burkinabés. Il y a eu des problèmes au niveau du dialogue social pendant les 24 mois. Nous n'avons pas pu échanger effectivement avec le Premier ministre à travers le cadre que tout le monde sait sur les problèmes des travailleurs. Donc il faut se dire que c'était un couac. Mais comme c'est lui-même qui est resté, la question de la création d'emplois, nous avons beaucoup de propositions. Il y a des conventions à ratifier, il y a des mesures pour protéger notre économie que nous réclamons. Il y a aussi la lutte contre la corruption et surtout la fraude fiscale et autres douanières qui plombe effectivement notre industrie et qui fait de telle sorte que nous n'arrivons pas à créer beaucoup d'emplois. Donc il y a tout un ensemble de points au niveau de ce que j'ai dit. Si le gouvernement est partant pour résoudre tous ces problèmes, eh bien il n'y a aucun problème. Le nouveau gouvernement Christophe Dabiré est très attendu par le monde syndical et le chef du gouvernement reconduit le 5 janvier dernier par le président du Faso devra sans doute apporter des réponses aux préoccupations des travailleurs. Et à la CGTB, la question de la suppression de l'UITS sur les primes et indemnités reste toujours d'actualité. La question de la protection des enfants talibés et celle de la cohésion sociale abordée au cours d'un atelier. Une prise en compte des besoins de ces enfants s'impose. Ce cadre d'échange avec les maîtres coraniques a eu lieu mardi dernier à Dori dans le Sahel. Une collaboration entre le ministère en charge de la solidarité nationale et l'association Tabita Landal, Mamétri Nakamabou. Le Burkina Faso compte 9313 enfants en situation de rue, dont 7564 garçons et 1749 filles. Les enfants et jeunes en situation de rue provenant des foyers coraniques représentent 18,8%. L'objectif de cet atelier est de contribuer à une meilleure protection et promotion des droits des enfants talibés. Je me félicite qu'au niveau de ces maîtres coraniques, et sous l'instigation, je le dois le dire aussi, du ministère de l'Action sociale, ce mouvement qui consiste à prendre en compte le bien-être des enfants, à faire en sorte qu'ils jouissent de leurs droits. Comme je l'ai dit dans le discours, c'est des enfants burkinabés, c'est nous qui les avons mis au monde, ils ont des droits. Nous avons le devoir de les protéger parce qu'ils sont plus faibles que nous. Et je souhaite que tous, nous puissions tirer dans le même sens. Il n'y a pas la même compréhension de ce que c'est qu'une école coranique, de comment les enfants peuvent être traités. Mais si tout le monde part du fait que ces enfants-là doivent être le mieux traités possible, je pense qu'on n'aura pas de problème pour s'entendre.
Initié par l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel, les échanges de la présente rencontre ont porté sur les dynamiques de la mendicité des enfants, le renforcement des connaissances sur l'islamique et les droits de l'enfant. Des informations sur la protection de l'enfant et les actions mises en œuvre à l'endroit de cette couche sociale ont été également données. On a créé ce cadre de concertation pour permettre quand même seulement le maître coranique et le ministère de s'asseoir ensemble et essayer quand même d'échanger et trouver un terrain d'entente sur ce qu'ils font quand même tous les jours. Parce que le ministère et le maître coranique, ils sont inséparables. Donc personne ne peut rentrer entre eux. Mais si arrivé à un moment donné, le programme que vous avez pris ensemble, il y a des choses qui dérapent un peu, c'est mieux quand même que vous vous asseyez, essayez quand même de discuter et voir des côtés qui n'ont pas marché, voir comment au moins redresser ces côtés-là. Et voilà pourquoi l'association a entrepris cette démarche-là pour quand même échanger avec 400 maîtres coraniques, 100 à Djabobo, 200 à Ouagadougou et 100 à Dori. Et au regard de la pertinence des sujets, les attentes sont multiples. Nos attentes sont que on puisse adopter des comportements qui sont dans le sens de protéger et de promouvoir les droits de l'enfant pour assurer vraiment le plein épanouissement des enfants dont ils ont la charge en tant que maître coranique et également contribuer à sensibiliser parce qu'aujourd'hui on n'échange qu'avec 100 maîtres coraniques. On sait qu'il y en a plus dans la région. Que chacun dans son milieu de travail, milieu d'intervention, puisse travailler également à ce que les messages qui seraient donnés aujourd'hui puissent être partagés avec l'ensemble des maîtres coraniques pour que nous puissions avoir un changement, une amélioration dans la protection de l'enfant dont ils ont la charge. Ces 100 maîtres coraniques du Sahel ont aussi renforcé leurs connaissances sur la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent au cours de cet atelier. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, FPDCT, a fait le bilan de ses activités menées durant les 2 dernières années. Et dans une rencontre donc tenue en début de semaine, des précisions ont également été données sur la mutation de la structure. On en parle avec Serge Badou. Le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales devient l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres en sa session du 7 octobre dernier. Un changement des dénominations, mais aussi de statut qui confère de nouvelles prérogatives à l'institution. L'appui technique est véritablement important et sous la forme de fonds permanent, de fonds d'une façon générale, le fonds permanent ne peut pas faire de l'appui technique. Vous voyez que généralement, ça c'est la prérogative des agences. Et c'est pourquoi, comme cela a été accepté par les ministères de tutelle, que nous puissions accompagner techniquement et de façon continue les collectivités territoriales sans pour autant remettre en cause la maîtrise d'ouvrage laissée aux collectivités territoriales, il a été donc jugé nécessaire qu'on puisse reformer le FPDCT pour en faire une agence. Une rencontre avec les hommes de médias qui était également l'occasion pour Bruno Dipama de faire le bilan des actions menées depuis son arrivée à la tête du Fonds permanent pour le développement des collectivités le 28 décembre 2018. Donner de la visibilité, de la notoriété au FPDCT. Et pour cela, nous avons organisé tour à tour un atelier d'immersion au profit des professionnels des médias et ensuite une caravane de 2 semaines au profit des mêmes professionnels des médias à travers les 45 provinces de notre pays. Mais aussi, nous avons conclu des conventions avec les organes de presse. Troisième défi, augmenter le portefeuille des projets en faveur des collectivités territoriales. Entre 2019 et 2020, il y a 3 projets qui se sont ajoutés au portefeuille déjà existant des projets en faveur des collectivités territoriales gérées par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales.
Autre objectif atteint, la mise en place d'un meilleur suivi des projets financés par le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales à travers des missions de suivi terrain et le renforcement des capacités des agents de la structure. Au total, 17 sessions de formation ont été initiées au profit de ces derniers. Parlons un peu de culture dans ce journal. Plus d'un an après le lancement du projet Ladowood, le promoteur peine à réunir la somme nécessaire pour sa réalisation. Une équipe de True TV a rencontré le promoteur, un comédien donc, pour constater l'état d'avancement du projet. Suivant ce reportage signé Serge Bado. Le Ladowood, un projet porté par le comédien Hippolyte Wangrawa. Lancé en novembre 2019, le projet peine à voir le jour. Selon le promoteur, ce retard est dû à plusieurs facteurs. Ça a été planté et voilà germé le Covid-19 qui a freiné toutes les activités des gens qui veulent donner, des gens qui sont prêts à pouvoir essayer de faire le premier pas. Il y a eu un ralentissement. Et moi, je ne sais pas si c'est par malheur ou par bonheur, je me suis confiné au Canada et j'ai fait 5 mois. Bon, après ces 5 mois, ça n'a pas été arrosé. Ladowood va voir un jour éclore et faire le bonheur des Burkinabés. Selon toujours le promoteur, le terrain est acquis, mais le montant prévu pour la réalisation du projet, à savoir 3 milliards, n'est pas encore réuni. Il attend toujours la bonne volonté pour sa réalisation. Mais je suis confiant, comme je l'ai dit, construire une maison, c'est dur. Ça prend du temps, comme je vous ai dit, et je suis sûr que des bonnes cœurs vont se laisser leur peur parler pour que je puisse construire. Sinon, au niveau de la parcelle, tout est OK. Les responsables terriens, le maire, j'ai eu tous les papiers et je suis heureux car quand on me dit où se trouve Ladowood, il est là, le terrain est là, le projet est là, écrit, tout est là. Il reste maintenant les gestes que les gens vont faire. Il y a eu des gens qui ont tenté, mais ça ne vaut même pas le prix de 3 briques. Mais c'est bon, car je suis confiant et je suis sûr que Ladowood verra le jour. En rappel, c'est dans la commune rurale de Laye, dans la région du Plateau central, que le site a été identifié pour la construction des locaux de Ladowood. L'infrastructure sera composée, entre autres, de studios de tournage, de salles de montage, de dortoirs et d'un centre de formation au métier du 7e art. La suite de l'actualité dans ce journal. Après une certaine accalmie du Covid-19, l'Afrique connaît depuis quelques mois une flambée du nombre de cas de contamination. L'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina sont concernés par la deuxième vague de la maladie qui est encore plus sévère que la première. La situation a contraint les différents chefs d'État à durcir les restrictions donc en vue d'endiguer la pandémie. C'est ainsi que pendant que certains repartent en confinement, d'autres décident de fermer les écoles, les restaurants et les marchés également. Zoom sur les mesures restrictives dans les pays africains, dont cet élément signé Denis Zezida. Couvre-feu, fermeture d'écoles, interdiction de rassemblement, fermeture de restaurants et autres. Les mesures restrictives s'accentuent dans les pays africains en vue de faire face à la deuxième vague du Covid-19. Cette deuxième vague, à l'opposé de la première, semble plus sévère sur le continent. En effet, selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies CDC de l'Union africaine, au moins 25 pays africains ont enregistré une augmentation de plus de 20% des cas, avec désormais 11 000 nouveaux cas par jour depuis le mois de novembre 2020. L'OMS, quant à elle, note une hausse inquiétante de 50% des décès au cours des 6 dernières semaines. À la date du 6 janvier 2020, l'Afrique compte près de 3 millions de cas de Covid-19, avec plus de 70 000 décès et tous les pays sont désormais touchés. L'Afrique du Sud étant le plus touché par cette pandémie sur le continent, avec plus d'1 million de cas et plus de 30 000 décès. Au Burkina, alors que l'on pensait que le pire était derrière, la pandémie a regagné du terrain à partir du mois d'octobre 2020. Le seul mois de décembre a totalisé un nombre record de plus de 2000 cas. Cette recrudescence des nombres de cas sur le continent a contraint les autorités à accentuer les mesures barrières contre la maladie. C'est alors qu'en Afrique du Sud, le président de la République, Cyril Ramaphosa, a annoncé un couvre-feu anticipé à 23 heures, la limitation des rassemblements et la fermeture ponctuelle de nombreuses plages pendant les fêtes. Au Mali, avec un pic de 150 nouveaux cas par jour, les universités et les tribunaux
ont vu leurs portes se fermer. En République démocratique du Congo, un couvre-feu entre 21h et 5h du matin a été instauré depuis le 18 décembre 2020 sur toute l'étendue du territoire. Et à la veille des fêtes de fin d'année, les cérémonies festives et les réunions de plus de 10 personnes ont été interdites. Les marchés publics, les kermesses et autres activités artistiques ont également été interdits. Le pays compte 15 000 cas pour 364 décès depuis le 10 mars 2020. À Dakar, au Sénégal, les bars et restaurants se ferment au plus tard à 23h. Et il y est interdit de jouer de la musique ou de danser depuis le 12 décembre 2020. Ces mesures s'ajoutent à celles récemment remises à l'ordre du jour par le ministère de l'Intérieur, comme le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, ou encore l'interdiction de rassemblement sur les terrains de sport, les plages ou les salles de spectacle. Le Sénégal compte à ce jour plus de 17 000 cas de Covid-19. Au Burkina Faso, le gouvernement n'a pas encore annoncé de mesures restrictives pour le moment, mais il encourage les populations à respecter de manière scrupuleuse les gestes barrières et éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Aussi, les frontières terrestres burkinabées fermées depuis le 21 mars 2020 ne sont toujours pas rouvertes. Toutes ces mesures visent à freiner la propagation de la maladie, surtout que l'on note de plus en plus un relâchement du respect des mesures barrières de la part des populations africaines. Le premier cas Covid-19 en Afrique, faut-il le rappeler, est apparu en février 2020 en Égypte. Plus loin aux États-Unis, l'élection de Joe Biden à la tête du pays a été validée suite à l'éruption des partisans de Donald Trump au Capitole hier. Les démocrates ont tenu à montrer leur détermination à protéger la démocratie. Joe Biden a été consacré 46e président des États-Unis. Les élus du Congrès ont finalement validé la victoire du candidat du Parti démocrate. Après des heures d'insurrection, les élus républicains et démocrates avaient repris le cours de leur session, non sans une certaine agitation. C'est le vice-président Mike Pence qui a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 en faveur de Donald Trump. Au début de la reprise de la séance du Congrès, il avait pris la parole pour remercier les forces de l'ordre. Nous serons toujours reconnaissants envers les hommes et les femmes qui sont restés à leur poste pour défendre ce lieu historique. À ceux qui ont fait des ravages dans notre capitale, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné. La violence ne gagne jamais. Les États-Unis et le Congrès des États-Unis ont fait face à des menaces bien plus grandes que la foule déchaînée que nous avons vue aujourd'hui, a expliqué le sénateur républicain Mitch McConnell. Nous n'avons jamais été dissuadés de faire notre travail auparavant et nous ne le serons pas aujourd'hui. Ils ont essayé de perturber notre démocratie. Ils ont échoué. Les événements d'aujourd'hui ne se sont pas produits spontanément, a rajouté le sénateur démocrate Chuck Schumer. Le président a promu les théories de conspiration qui ont motivé ces voyous. Le président les a exhortés à venir dans la capitale de notre nation, les a encouragés. Il ne décourage presque jamais la violence et l'encourage le plus souvent. Ce président porte une grande part de responsabilité. Après l'invasion du Capitole, plusieurs sénateurs républicains avaient fait volte-face, comme Kelly Loeffler par exemple, qui vient de perdre l'élection sénatoriale en Géorgie. Ils ne se sont pas opposés à la certification de la victoire de Joe Biden. Washington reste néanmoins sous le choc. Des voix se sont élevées et ont même appelé le vice-président Mike Pence à déclarer inapte Donald Trump, alors que celui-ci vient de promettre une transition ordonnée. Et après le spectacle des partisans de Donald Trump au Capitole, les anciens présidents des États-Unis ont tous condamné le rôle de ce président sortant perdant. La communauté internationale également a vivement réagi, tandis que les médias chinois, eux, ironisent sur la démocratie américaine. L'heure est à l'indignation après la violation d'un symbole de la démocratie américaine. De Jimmy Carter à Barack Obama, les anciens présidents américains ont été unanimes pour condamner les scènes insurrectionnelles inédites qui se sont déroulées dans l'enceinte du Capitole, pris d'assaut par les partisans de Donald Trump. Une honte pour Barack Obama, qui accuse le mania républicain d'avoir joué les pompiers pyromanes et renvoie à leur responsabilité les dirigeants de son propre camp pour choisir de jeter de l'huile sur le feu ou bien d'éteindre l'incendie. La contestation des résultats de l'élection, pourtant libre et au juste des comptes, est aussi pointée du doigt par Bill Clinton, qui accable le locataire de la Maison-Blanche.
Les violences commises au cœur même des institutions sont dignes d'une république bananière, estime de son côté George W. Bush, alors que le président élu des États-Unis Joe Biden dénonce une insurrection. Des propos salués à Bruxelles par Joseph Borrell. Selon le chef de la diplomatie européenne, la force de la démocratie américaine l'emportera face aux individus extrémistes. Il appelle au respect absolu des résultats de l'élection présidentielle outre-Atlantique. Un sentiment partagé par l'exécutif français. Je voulais simplement exprimer notre amitié et notre foi en les États-Unis, déclare Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Washington, ce n'est clairement pas l'Amérique. Le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à un transfert de pouvoir pacifique, mais pas de condamnation des violences du côté de la Chine ni de la Russie, où une figure du Sénat a jugé boiteuse la démocratie américaine. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.